Euskal Herria ou Pays Basque est une nation sans État située de part et d'autre des Pyrénées entre les États espagnols et français. Le terme Euskal renvoie à ce qui est relatif à l'Euskara, la langue des Basques. Et Herri signifie peuple. Ainsi, Euskal Herria peut se traduire par le peuple où l'on parle Euskara. Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Derrière cette combinaison de mots se cache la lutte millénaire d'un peuple qui, au long de l'histoire, a toujours lutté pour défendre son existence. Depuis l'invasion de l'Empire wisigoth jusqu'à son actuelle négation de la part des États espagnols et français. Malgré toutes ces batailles, conquêtes et guerres, le peuple basque a maintenu son identité, ses coutumes et ce qui est le plus surprenant encore, sa langue. La lutte pour être un peuple souverain, indépendant, reconnu et respecté perdure jusqu'à nos jours. En plein cœur de la vieille Europe, il existe un peuple originel qui veut être libre. Mais si nous voulons comprendre d'où vient cette revendication, nous devons faire un voyage dans le temps et revenir aux origines du peuple basque. Pour parler de l'origine de l'Euskal Herria, nous devons remonter au Paléolithique moyen. Il y a 200 000 ans, lorsque l'homme du Néandertal vivait déjà dans les montagnes d'Urbacha. Les premières traces d'art rupestre datent d'il y a plus de 35 000 ans, découvertes dans les grottes d'Ekaïn. Mais c'est en l'an 63 avant Jésus-Christ qu'apparaît la première référence écrite sur les Basques. Le géographe grec Estrabon indique la localisation des tribus qui pourraient aujourd'hui se considérer comme basques. Les Aquitains, Autrigons ou Autrigones, Caristis ou Caristes, Varduls ou Varduli, Vascones ou Vascons. Déjà dans toutes ces tribus, le géographe signale l'existence d'une langue commune, différente des autres langues, l'Euskara. Il existe quelques études qui datent l'origine de l'Euskara en l'an 2000 avant Jésus-Christ, mais le consensus trouvé affirme que l'Euskara date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous parlons alors d'une langue pré-indo-européenne, beaucoup plus ancienne que le latin, et qui a uni la population d'Euskal Herria depuis ses origines jusqu'à nos jours. C'est une langue originaire de cet endroit, qui se parlait autour des montagnes des Pyrénées, et qui s'est étendue bien au-delà des frontières actuelles. En 1196 avant Jésus-Christ, l'Empire romain arrive en terre basque. Il semblerait qu'entre les Basques et Romains s'établit une relation pacifique et de coopération. Étant donné l'apparente bonne relation entre les tribus basques et l'Empire, les zones conquises par les Romains aux Ibères et aux Celtes sont postérieurement repeuplées par des groupes des tribus basques, ce qui est propice à l'expansion de l'Euskara. En 409 après Jésus-Christ, la décadence de l'Empire romain permet aux Wisigoths de s'établir en Aquitaine, au sud de la France. Et en 481, ils conquièrent certaines villes de la capitale basque, Iruña, ou comme elles étaient alors appelées, Pamplona. Mais lors du déclin de l'Empire romain, commence le renforcement des tribus basques, qui se matérialise par une meilleure intercommunication entre les terres bascophones et une meilleure autonomie vis-à-vis de l'administration impériale. L'avenir du duché de Vasconie commence à se créer. Les guerres se succèdent les unes après les autres durant 3 siècles, toutes avec le même objectif déçu, soumettre les Vascons.
En 778 a lieu une des batailles les plus importantes pour les Basques. La bataille de Roncevaux, Urriagakoguda en basque. Les forces basques arrivent à battre rien de moins que l'arrière-garde du régime de Charlemagne, le roi des Francs et l'empereur d'Occident. Mais l'unité qui s'était créée entre les Basques du duché de Vasconie se fragilise petit à petit. Et les terres se perdent aux mains des Francs, des Asturiens et des Arabes. Au IXe siècle, surgit un leader qui va substituer le duché de Vasconie par le royaume de Pamplona. En 834, Inigo Iñiguez Arista, plus connu sous le nom de Eneco Aritza, est couronné comme premier roi de Pamplona. Le XIIe siècle se caractérise par la volonté de réaffirmer l'identité, la territorialité et l'indépendance de la Navarre sous le règne de Sancho VI le Sage. Tous ces efforts répondent à une raison claire: les tentatives de la Castille et d'Aragon de conquérir et de se partager le royaume de Pamplona. Pour réaffirmer cette identité, le royaume de Pamplona s'appellera Royaume de Navarre et la langue basque deviendra la langue des Navarrais, la lingua navarrorum. Au XIIIe siècle, on calcule qu'entre 70 et 80% de la population parle le basque. Le troisième point de cette volonté de réaffirmation passe par le renforcement des frontières du royaume. Mais en 1179, un pacte pour la répartition des terres est rendu obligatoire avec la Castille, ce qui réduit considérablement l'extension de la Navarre. Les pactes entre d'autres royaumes accentuent l'harcèlement militaire envers le royaume de Navarre, et en 30 ans, le territoire est réduit à ce qu'est l'actuelle Navarre. Suite à la mort de Charles III en 1425, le royaume de Navarre est plongé dans une profonde crise institutionnelle. Ferdinand le Catholique, roi de Castille, invite les rois de Navarre à s'unir contre le roi français Louis XII, mais il refuse. Ferdinand le Catholique a connaissance d'un traité signé le 18 juillet 1512 entre la France et la Navarre qui est contraire à ses intérêts. Il envahit alors immédiatement la Navarre, la mettant à feu et à sang. En seulement 7 jours, il obtient la reddition de Pamplona. En 1515, le Parlement de Castille incorpore le royaume de la Navarre à la couronne castillane, maintenant certains privilèges des Navarrais, c'est-à-dire la reconnaissance des forts et les lois navarraises. De cette façon, les 4 provinces du Pays basque, Guipuscoa, Biscaya, Araba et la Navarre, s'unissent au royaume de Castille. Et les 3 autres provinces, le Labour, la Basse-Navarre et la Soule, restent en territoire français. Malgré l'incorporation de la Navarre à la Castille, la résistance à l'invasion espagnole continue en Navarre jusqu'en 1522, lors de la fameuse bataille d'Amaiur. Ce sera le dernier territoire qui tombera aux mains des envahisseurs castillans. Et c'est pour cela que cette bataille garde le symbole de la résistance encore de nos jours. Mais les rois catholiques ne se contentent pas seulement d'avoir le contrôle de la péninsule ibérique, et c'est à cette époque qu'ils partent dans l'océan à la recherche de nouveaux territoires. Leur soif d'expansion et de conquête les amène sur le continent américain, instaurant des colonies, saccageant des terres et soumettant les peuples originels. En 1530, le roi de Navarre occupe à nouveau la Basse-Navarre en territoire français.
Et en 1589, Henri III de Navarre devient roi de Navarre et de France sous le nom d'Henri IV. Parallèlement, entre le XIe et le XVIe siècle, le royaume de Navarre se christianise. Cela provoque une régression de l'euskara, due à une substitution progressive de la langue romane dans certaines zones, qui deviendra plus tard le castillan. Des persécutions vont également se produire contre des femmes accusées de sorcellerie par l'Église. Certains cas sont emblématiques, comme celui des sorcières de Souramourdi, où 6 femmes sont brûlées lors d'une cérémonie de pénitence publique à Logroño en 1610. Ou encore la chasse aux sorcières au Pays basque français en 1609, au cours desquelles 80 femmes sont brûlées, accusées également de sorcellerie. L'Église, par le biais de la Sainte Inquisition, tente de détruire les coutumes et les croyances originelles qui existent en ces lieux et qui font partie de la vie des Basques. La chasse aux sorcières de cette époque n'est pas due au hasard. La culture pré-indo-européenne et matriarcale des Basques conduit l'Église à réaliser ces persécutions. Dans la culture basque, la femme incarnant la déesse Marie est considérée comme la déesse de la nature et l'origine de la vie. Les connaissances des femmes sur leurs entourages et leur propre corps leur octroient une autonomie vis-à-vis des hommes. L'Église se charge d'éliminer cette autonomie en les amenant de force au bûcher, les accusant de sorcellerie. Malgré les tentatives de christianisation, la mythologie basque perdure et nombreuses sont les légendes qui sont toujours présentes de nos jours. En 1620, Louis XIII, roi de Navarre et de France, unit la Navarre à la couronne française, acte non reconnu par le peuple navarrais. Malgré les unions et les divisions, il existe une particularité. Dans les textes du XVIe siècle écrits en euskara, le terme Euskal Herria est amplement utilisé pour définir le territoire basque, aux 2 versants des Pyrénées. Louis XVI renonce à ses droits sur la Navarre dans le traité des Pyrénées en 1659. Dans le traité d'Elisondo en 1765, les rois d'Espagne et de France fixent la frontière entre les 2 royaumes au sein du territoire des Pyrénées navarrais. Ils divisent ainsi la Navarre en 2, suivant ce qui est aujourd'hui connu comme étant la frontière entre l'Espagne et la France. En 1789, la Révolution française éclate et ses aspirations centralistes suppriment les institutions forales de Navarre dans son territoire. En 1790, se crée un département composé du territoire navarrais sous domination française et de la région gasconne du Béarn. Ce département nie complètement l'identité propre des Basques qui y habitent, les institutions forales sont suspendues et il reste totalement soumis aux institutions françaises. Durant le XIXe siècle, dans la lutte des dynasties pour le trône d'Espagne, apparaissent 2 clans. Le clan favorable à Isabelle, constitué par Isabelle, fille de Fernando VII, qui représente les libéraux. Et l'autre clan est carliste, constitué par Charles de Bourbon, frère de Ferdinand VII, qui rallie la thèse traditionnaliste contre la disparition des régimes des forts. En 1833 débute la première guerre carliste, soutenue par les Basques du territoire espagnol. Pas tant pour une question de dynastie, mais plutôt pour défendre les institutions basques et les forts. Les carlistes perdent la guerre de 1839, ce qui a pour conséquence la perte progressive des forts au sein du territoire basque sous domination espagnole. En 1845, s'initie un exode massif des Basques vers l'Amérique, conséquence de la famine qui se vit. Cet exode provoque la perte progressive de l'euskara,
langue majoritairement parlée dans la population, alors que le castillan s'étend au sein du territoire basque. En 1872, s'initie de nouveau la guerre carliste. Les aspirations des Basques pour récupérer la souveraineté se voient tronquées, ce qui donne lieu au renforcement du centralisme espagnol et à une perte définitive des forts. En 1873, le roi Amadeo Ier renonce au trône d'Espagne et la Première République est proclamée. Elle durera 1 an, car en 1874, le général Pavia réalise un coup d'état militaire et instaure une dictature. Au sein des terres basques, les batailles carlistes se poursuivent jusqu'en 1876. En Espagne, la restauration bourbonienne commence. Elle durera 60 ans et implique la récupération du trône par Alphonse XII de Bourbon. En 1914, la Première Guerre mondiale débute. La France s'engage aux côtés des Alliés, et cela suppose pour les habitants de la province basque l'obligation de participer à cette guerre. Toute une génération de jeunes Basques disparaît, et ceux qui reviennent sont totalement francisés, rejetant même leurs propres origines basques. En 1923, le capitaine général Primo de Rivera se soulève et réalise de nouveau un coup d'état militaire, imposant une fois de plus la dictature. Une dictature qui perdurera jusqu'en 1930. Fruit des défaites carlistes et du début de l'industrialisation dans la province de Biscaye, l'idée de se réapproprier les forts commence à surgir. Le livre Biscaye pour son indépendance, écrit par Sabino Arana, explique qu'en abolissant les forts suite aux défaites carlistes, le pacte d'intégration de la province de Biscaye en Castille se rompt et que les Biscayens cessent d'être espagnols. Ce courant indépendantiste dérive en la création du Parti nationaliste basque en 1895. Les idées de Sabino Arana évoluent et il considère qu'il est nécessaire de laisser de côté l'indépendantisme biscayen et d'impulser l'unité de l'ensemble des Basques. Cette unité donne lieu au slogan Zazpiak bat, qui signifie les 7 en un, c'est-à-dire les 7 provinces basques unies. En 1911 se crée le Parti républicain nationaliste basque, qui s'éloigne des thèses chrétiennes et traditionnalistes du PNV. En 1931, suite à la démission du dictateur Primo de Rivera, la Seconde République est proclamée en Espagne, éliminant ainsi le royaume d'Alphonse XIII. Ces changements supposaient des avancées dans les libertés du peuple. Un an auparavant, en 1930, l'ANV, Action nationaliste basque, est créé. Il est fondé par des membres qui ont scissionné avec le Parti nationaliste basque et avec des membres du Parti républicain nationaliste basque. Il se considère comme un parti politique de gauche et indépendantiste. Il participe, avec le PNUB, au premier gouvernement basque. L'ANV continue son activité politique jusqu'en 2008, année où elle fut illégalisée par le juge Baltasar Garzón en utilisant l'argument qu'elle faisait partie d'État. Mais revenons à l'année 1931. Le Pays basque rédige un pré-projet d'autonomie dans lequel il projette, au sein de la République espagnole, l'existence d'un État basque formé de l'ensemble du territoire basque sous domination espagnole. Mais ce projet n'aboutira pas, notamment du fait de son caractère religieux, car la Seconde République se proclame laïque. Le projet de statut d'autonomie s'élabore en tenant compte uniquement de la Biscaye, de la Guipúzcoa et d'Álava, laissant de côté la Navarre. Finalement, ce statut est approuvé, provoquant ainsi la division territoriale du Pays basque sous domination espagnole, qui perdurera jusqu'à aujourd'hui.
Les avancées progressistes et les révolutions sociales qui se produisent de long et au large de la péninsule ibérique provoquent en 1936 le début de la guerre civile espagnole. Une guerre qui confronte les défenseurs de la République contre le clan fasciste, mené alors par le général Franco, qui réalise un soulèvement militaire. Cette même année se crée le premier gouvernement basque, mené par José Antonio Aguirre, qui devient le premier président basque, ou le premier lehendakari. L'armée basque, créée au même moment, compte 75 000 personnes, qui s'unissent au clan républicain pour combattre les fascistes. Ces combattants sont appelés Gudari, soldats du peuple basque. C'est aussi durant la guerre civile, et plus exactement le 26 avril 1937, que la nommée Légion Condor, du gouvernement nazi mené par Franco, bombarde la ville de Guernica. Ce fut le premier bombardement de l'histoire contre la population civile, et pour les nazis, un essai pour les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Cette action criminelle et la destruction qu'elle produira restent reflétées dans l'œuvre Guernica de Picasso, et plus tard, dans l'œuvre de Soumeta. La guerre civile se prolonge durant 3 dures années, des années de combat et de mort. Et elle arrivera à sa fin en 1939. Le clan fasciste gagne, et le général Franco prend le pouvoir en imposant une dictature fasciste en Espagne. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional... Franco considère la Biscaye et le Guipúzcoa comme des provinces traîtres et leur retire les forts, alors que l'Álava et la Navarre conservent leurs droits. Le bilan de la guerre civile espagnole est de plus de 50 000 morts et de plus de 200 000 exilés. Encore aujourd'hui, des restes de combattants basques continuent d'apparaître, oubliés par les autorités espagnoles qui n'ont pas intérêt d'élucider les crimes de guerre civile. Suite à la victoire fasciste, s'initie une dictature militaire, dans laquelle, durant 40 ans, la population basque se voit interdire sa langue et sa culture, et où la population est condamnée à l'alphabétisme, vu que l'espagnol est imposé comme langue officielle, langue inconnue pour la majeure partie de la population au sein du territoire basque. Tous les livres en euskara, ainsi que les écoles où s'apprenait le basque, les ikastolas, sont brûlés. Et on punit également les personnes qui parlent le basque. C'est à ce moment que le nationalisme se convertit en une force hégémonique résultante des politiques anti-basques menées par Franco. L'impulsion de l'indépendantisme au Pays basque et la passivité du PNV provoquent le mécontentement de certains jeunes du parti. Ils commencent à se réunir en 1951 à Bilbao. Ce groupe de jeunes, nommé Ekin, expulsé du PNV, commence à organiser des discussions et des ateliers de basque et d'histoire, tout cela dans la clandestinité. C'est en juillet 1959 que ce groupe de jeunes se présente publiquement comme ETA, Euskadi eta Askatasuna, ou Pays basque et liberté en basque.
ETA commence à réaliser ses premières actions. Des peintures murales, accrochage d'affiches basques ou d'icoriña, drapeau basque. Par la suite, les actions commencent à se concentrer sur des structures du régime fasciste et posent des explosifs dans les édifices officiels, les rédactions de journaux et les commissariats de police. Durant les années 60, Franco entame une campagne répressive sans précédent contre toute personne ou mouvement qui soit en relation avec l'organisation ETA et l'indépendantisme basque. Durant les années suivantes, ETA définit progressivement son idéologie. À travers diverses assemblées, ETA se définit comme mouvement révolutionnaire basque de libération nationale, socialiste et anticapitaliste, qui revendique l'autodétermination et l'indépendance d'Euskal Herria. Un des militants d'ETA qui commence à parler d'indépendance et de socialisme dans l'organisation est Xavi Etxebarrieta, qui, âgé d'à peine 24 ans, est assassiné par la garde civile en juin 68, alors qu'il réalisait une action armée. Il est important de souligner que la garde civile est un corps armé de nature militaire qui agit encore aujourd'hui avec des fonctions de police dans tout l'État espagnol. Deux mois plus tard, ETA exécute le commissaire en chef de la brigade politico-sociale Melitón Manzanas, responsable de la détention et de la torture de nombreux militants politiques basques. Suite à cette action, le franquisme intensifie sa campagne de persécution et de détention et va torturer toute personne que le régime suspecte d'appartenir ou de collaborer avec l'organisation ETA. En 1970, le franquisme prétend donner une leçon à tous les militants antifranquistes avec le procès dit de Burgos. Le cabinet du procureur sollicite pour les 16 inculpés un total de 600 années de prison et de 6 peines de mort. Face à cela, ETA séquestre le consul allemand Eugen Beil et l'utilise comme monnaie d'échange pour pouvoir libérer les camarades. ETA libère le consul et cette action est considérée au niveau international comme une action de générosité. Des porte-paroles de différents pays signent un manifeste public dans lequel ils condamnent le régime franquiste. Finalement, Franco n'a plus d'autre solution que de commuer les peines de mort par des peines de prison pour 6 des 16 condamnés, 2 femmes enceintes et 4 hommes. En 1973, ETA porte un coup dur au franquisme. Carrero Blanco, main droite de Franco, est exécuté alors qu'il était en voiture. Cette action a eu une répercussion mondiale et historique et a conditionné la continuité même de la dictature. Des années plus tard, cette action fut retranscrite au grand écran dans le film Operación Ogro. Franco continua sa lutte contre ETA et en 1974, Miquel Lejarza s'infiltre entre les militants. Il était un agent sous les ordres du régime franquiste. Les informations données par cet agent donnent lieu à l'exécution des militants Abertzale Juan Paredes, Txiki, âgé d'à peine 21 ans, et d'Angel Otaegui, en plus des 3 militants des frappes. L'exécution a lieu le 27 septembre à Barcelone. Aujourd'hui encore, on remémore cette journée avec Gudari Eguna, le jour du soldat basque.
En réponse à ces exécutions, les ambassades espagnoles sont attaquées à un niveau international. Et la communauté économique européenne décide alors de suspendre les négociations avec l'Espagne. Españoles, Franco ha muerto. Le 20 novembre 1975, Franco meurt dans son lit. Mais avant de mourir, il dit sa fameuse phrase « Je laisse mes affaires organisées, et bien organisées », faisant la référence à son successeur et aux structures de l'État. Durant des années, Franco a éduqué et endoctriné celui qui sera successeur après sa mort, Juan Carlos Ier de Bourbon. Ainsi, sans lui-même être présent, Franco assure la continuité du régime franquiste. Juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Après la mort de Franco, Juan Carlos Ier de Bourbon devient roi d'Espagne et chef du gouvernement. En 1975, pour réprimer la lutte d'ETA, une loi antiterroriste extrêmement dure est approuvée. Celle-ci permet la fermeture de médias, la généralisation de la peine de mort et l'amende ou la prison pour les militants de la gauche indépendantiste, ou simplement sympathisants appelés péjorativement par le franquisme les Rouges. CAS émerge pour pouvoir coordonner la gauche indépendantiste basque. Coordinadora Abertzale Socialista est une plateforme politique qui rédige la nommée Alternativa CAS, un programme politique qui comprend les 5 points nécessaires à un changement politique réel. Ekaitzak, ekaitzak, kostoak damazki, zugaitzak bilutzirik, negarra, negarra, eriotzu saia. En 1976, se crée la Commission Pro-Amnistie, organisation qui lutte pour l'amnistie des prisonniers et prisonnières politiques basques. La dite amnistie s'obtient partiellement en juillet 1976 et s'amplifie en mars et en mai de l'année suivante. C'est à partir de ce moment-là qu'en Espagne s'initie la nommée transition démocratique qui au niveau international a été considérée comme exemplaire, mais qui a maintenu toutes les structures du régime franquiste intactes. Un successeur désigné par Franco lui-même et non pas élu par le peuple. Des tribunaux d'exception créés durant la dictature qui n'ont changé de nom. Des ministres franquistes qui occupent désormais des fonctions au sein des partis politiques. Manuel Fraga en est un exemple. Il occupait la fonction de ministre de l'Intérieur pendant la dictature franquiste et suite à la mort de Franco, il crée le parti politique Alianza Popular, qui des années plus tard deviendra l'actuel Parti populaire. Ou encore l'actuel cas de Felipe González, pistonné comme secrétaire du Parti socialiste ouvrier espagnol pour faire éloigner le parti de ses idées marxistes et le rapprocher du régime. Les premières élections après la dictature ont lieu en 1977. C'est le parti politique UCD, parti de centre-droit, mené par Adolfo Suárez, qui gagne les élections. Dans cette démocratie récente, de 1975 à 1981, opèrent divers groupes formés par des policiers et des militaires. Des groupes comme Alianza Apostolique Anticommuniste, Guerrilleros de Cristo Rey, Bataillon Vasco Espagnol et les commandants antimarxistes. Tous sont des proches de la dictature franquiste et ont des pratiques paramilitaires, dont l'objectif n'est autre que l'éradication des militaires indépendantistes basques. Malgré les essais d'éliminer le mouvement politique en Euskal Herria, en 1978, 5 partis politiques de la gauche et indépendantistes signent un accord et créent Herri Batasuna, une coalition pour rassembler les forces et se présenter aux élections.
En 1979, naît Gestoras pro Amnistia, et avec son travail, il prétend contribuer à l'ouverture d'un procès politique démocratique dans lequel disparaîtraient les causes qui sont à l'origine de l'existence de prisonniers, prisonnières et réfugiés politiques basques. Il offre aussi une assistance juridique, économique et sanitaire aux militants basques en prison ou en exil. En 1980, il y a 265 prisonniers et prisonnières basques. Des années plus tard, en 2001, les tribunaux espagnols illégalisent Gestoras pro Amnistia. Mais continuons dans l'Espagne post-franquiste. Suite à la victoire électorale en 1982 du Parti socialiste ouvrier espagnol, dirigé alors par Felipe González, et dans lequel Baltasar Garzón participe, surgit le GAL, les groupes antiterroristes de libération. Les GAL sont un autre groupe paramilitaire, mercenaires, embauchés par les policiers espagnols. Ils sont financés par des fonds réservés organisés par le ministère de l'Intérieur lui-même, ainsi que par la présidence du gouvernement, et ce, via des responsables de la lutte antiterroriste au Pays basque. Le cas le plus connu de victimes mortelles des GAL est celui de Lacha et Sabala, deux jeunes militants basques séquestrés en 1983 à Bayonne, province de Lapordie. Ils furent arrêtés, torturés et assassinés par des membres des GAL. Ils furent enterrés dans de la chaux vive et leurs corps furent découverts l'année suivante à plus de 900 km du lieu où ils avaient disparu. Mais 10 années passèrent jusqu'à ce que leurs corps soient identifiés et qu'ils retournent dans leur village. Les peines de prison appliquées aux responsables ont été minimes et les gouvernements du PSOE et du PP ont gracié ceux qui restaient en prison. Dans l'actualité, aucun membre de ces groupes paramilitaires n'est en prison pour les crimes commis et il n'existe aucune enquête sur la responsabilité de leurs actions dans tout Euskal Herria. Anglesa Frantzian sartzen bada Espainia lat bagoazu. Il existe un secret de Polichinelle qui dit que M. X, figure dirigeante de la structure des GAL, est Felipe González. Hemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal. Depuis 1981 jusqu'à 1987, des dizaines de militants indépendantistes basques sont déportés, emmenés dans des pays comme le Panama, le Cap-Vert, l'Équateur, Cuba ou Venezuela. Dans cette vague répressive, la jeunesse basque est aussi touchée. La difficulté à trouver un emploi digne, à pouvoir étudier en euskara, l'introduction de l'héroïne par la police et l'obligation de réaliser le service militaire espagnol a pour conséquence la radicalisation de la lutte juvénile et son auto-organisation. En 1979, naît Jaray, organisation juvénile du mouvement de libération nationale basque. Une mention spéciale est à attribuer au plan Seine ou zone spéciale Nord. Cette stratégie répressive établie par le ministère de l'Intérieur du gouvernement de Felipe González, José Barrio Nuevo, se traduit par le fait de déclarer suspecte toute personne qui porte un certain type de vêtements ou ayant une apparence concrète. Cela implique que la police ait carte blanche pour arrêter ou identifier la jeunesse.
Barrio Nuevo sera condamné en 1998 pour sa relation avec les gangs. C'est dans ce contexte que se crée en Euskal Herria le rock radical basque, mouvement musical qui dénonce à plusieurs reprises dans ses chansons le harcèlement que subit la jeunesse et la réalité qui se vit au Pays basque. Aujourd'hui, les chansons de cette époque continuent d'être chantées. En 1987, les différents partis politiques espagnols signent un document conjointement à Madrid dans lequel ils rejoignent les actions de l'ETA et insistent auprès de l'organisation pour qu'elle abandonne les armes. Un an plus tard, tous les partis politiques du Parlement basque, à l'exception d'Herri Batasuna, signent le pacte d'Arrulia Enea, un pacte qui condamne n'importe quel type de violence à l'exception de celle exercée par l'État. Il relève d'une volonté d'isoler politiquement la gauche abertzale, la gauche révolutionnaire basque, en voulant créer deux champs, les démocrates et les violents. Cette même année, ETA déclare une trêve de 60 jours. S'initient alors les négociations d'Argel. Des représentants de l'ETA et du gouvernement espagnol négocient une partie du conflit, mais aucun accord ne parvient à s'établir. C'est la fin de la trêve. Le gouvernement espagnol, avec la collaboration du Parti nationaliste basque, met en marche la politique de dispersion des prisonniers politiques qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais les gouvernements espagnols et français appliquent une politique qui permet à ce que les prisonniers et prisonnières basques soient incarcérés dans des prisons se situant à des centaines de kilomètres de leur maison, portant préjudice surtout aux personnes qui leur rendent visite. Cela a eu pour conséquence la mort de 16 personnes dans les accidents de la route. En 1995, la gauche abertzale, c'est-à-dire le mouvement de libération nationale basque, lance une nouvelle proposition, l'alternative démocratique. Une proposition pour le respect des droits démocratiques élémentaires, basée sur la reconnaissance du territoire d'Euskal Herria, la souveraineté du peuple et le droit à l'autodétermination. L'appui de la part d'ETA à cette proposition conduit à l'arrêt total de la lutte armée. Le gouvernement espagnol rejette cette proposition. Les moyens de communication se taisent et les membres du bureau national d'Herri Batasuna sont incarcérés. Des années plus tard, en 2003, l'Audience nationale espagnole, tribunal d'exception hérité de la dictature, illégalisera Herri Batasuna. En 1995, le nombre de prisonniers et prisonnières basques s'élève à 547. En 1998, à Lissara, un pacte entre différents partis politiques, organisations sociales et syndicats basques est signé. Le pacte se base sur la négociation politique en l'absence de violence pour apporter une réponse à la volonté de souveraineté d'Euskal Herria. Ce pacte est connu sous le nom d'accord de Lissara. Cette même année, ETA déclare une trêve indéfinie sans condition. Une fois la trêve initiée, le gouvernement engage le dialogue avec les dirigeants d'Herri Batasuna. Peu de temps après, Herri Batasuna arrive à un accord électoral avec d'autres forces signataires du pacte de Lissara et se présente aux élections comme la coalition Euskal Herritarrok. En 1999, le gouvernement d'Espagne se réunit à nouveau avec des représentants d'ETA à Zurich, en Allemagne, mais ces conversations n'aboutissent pas. Et quelques jours plus tard, 2 des négociateurs d'ETA sont arrêtés. Fin 1999, ETA déclare la fin de la trêve compte tenu de l'immobilisme des gouvernements basques et espagnols et de la répression à laquelle est soumise la gauche indépendantiste basque. En l'an 2000,
la jeunesse basque opère un saut qualitatif en s'unissant à Jarai avec l'organisation Gazteriak, organisation juvénile du Pays basque français. C'est ainsi que naît AICA, organisation juvénile indépendantiste et socialiste dans tout Euskal Herria. À partir du mois de mars de l'an 2000, le gouvernement du Parti populaire avec José María Aznar à sa tête et avec une majorité parlementaire commence une nouvelle campagne antiterroriste. La loi des partis est réformée pour que Herri Batasuna soit illégalisée. Parallèlement, l'audience nationale considère illégales les organisations juvéniles Jarai et AICA. Débutent alors de grandes opérations policières contre la jeunesse basque, en arrêtant, en torturant et en emprisonnant des dizaines de militants. En réponse, en 2001, la jeunesse indépendantiste et socialiste basque crée une nouvelle organisation appelée Chegi. En 2007, le tribunal suprême déclare que toutes les organisations juvéniles font partie d'ETA, déclarant ainsi terroriste la jeunesse basque organisée. Mais l'État espagnol ne se contente pas de réprimer la jeunesse. À cette époque s'initie une série de procès contre le dénommé entourage d'ETA. Des personnes et organisations sans aucun lien avec l'organisation armée sont jugés comme des collaborateurs, subissant des peines de prison allant jusqu'à 20 ans. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. L'unique quotidien intégralement en euskara, ainsi que la revue et la radio indépendantiste basque, sont fermés. Les journalistes arrêtés sont soumis à la torture et à des années de prison, sans qu'aucun procès avec des garanties n'ait lieu. Cette spirale de répression est connue sous le nom de Macro-Instruction 1998, instruite par le juge Baltasar Garzón, spécialiste de la théorie toute et tutéa. De plus, les prisonniers et prisonnières politiques basques se voient appliquer la doctrine Parrot, une doctrine qui permet de retirer l'ensemble des remises de peine. Ce sera en 2010 que le tribunal de Strasbourg obligera l'État espagnol à retirer cette doctrine considérée comme une atteinte des droits de l'homme. En 2000, le nombre de prisonniers et prisonnières basques s'élève à 521. En accord avec l'agenda politique, en 2001, de nouvelles élections se tiennent au Pays basque.
Herri Batasuna termine son processus de débat et se présente comme Batasuna, parti politique basque indépendantiste et socialiste, avec une présence dans tout le territoire de Euskal Herria. En 2002, seulement un an après la création de Batasuna, les partis politiques espagnols modifient la loi des partis et les tribunaux initient un travail pour illégaliser Batasuna. En 2003, Batasuna est illégalisé, ses sièges sont fermés et ses dirigeants incarcérés. L'argument du tout est ETA est à nouveau utilisé. La vague d'illégalisation des partis politiques crée une situation d'apartheid politique. Cela implique qu'une partie de la population ne puisse pas se présenter aux élections ou que les votes obtenus par ces partis soient considérés comme nuls. Le 11 mars 2004, 3 jours avant les élections espagnoles, 10 charges explosives placées dans les trains de passagers à Madrid explosent. Automatiquement, le gouvernement du Parti populaire accuse l'ETA afin de tromper la population et semer la panique. ETA, à travers un appel à la télévision publique basque, dément toute relation avec l'attentat. Mais malgré cela, encore aujourd'hui, les secteurs du Parti populaire continuent de maintenir cette hypothèse, vu qu'ils perdent les élections du fait de leur manipulation médiatique en faveur du Parti socialiste ouvrier espagnol, dirigé par José Luis Rodríguez Zapatero. En 2004, le nombre de prisonniers et prisonnières politiques continue d'augmenter. Il atteint le nombre de 719, dispersés dans les États espagnols et français. Le 14 novembre 2004, Batasuna organise un acte politique de masse au vélodrome de Donostia ou Saint-Sébastien. Son porte-parole, Arnaldo Otegi, présente cet acte comme un acte illégal provenant d'une organisation illégale. À cet acte, la proposition d'un OETA est présentée, avec pour objectif de dépasser le conflit, proposition qui sera assumée par l'ETA et par une grande partie de la gauche indépendantiste basque. La proposition se base sur la création de 2 tables de dialogue, une entre le gouvernement espagnol et l'ETA et l'autre entre tous les partis politiques. En mars 2006, ETA annonce un cessez-le-feu permanent avec l'intention d'engager un processus qui parvienne à la création d'un nouveau scénario politique. 3 mois plus tard, le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, annonce l'ouverture d'un dialogue avec l'ETA. Entre septembre et novembre 2006, 11 réunions se tiennent en secret à Loyola, desquelles sortira le nommé accord de Loyola. Un préaccord entre l'ETA et le gouvernement espagnol qui reconnaît entre autres l'identité du peuple basque et l'euskara comme langue officielle dans tout le territoire. Il s'agit aussi de la création d'un organe institutionnel pour le Pays basque et la Navarre, les parties du territoire d'Euskal Herria sous domination espagnole. Mais l'apparente bonne disposition du gouvernement à négocier reste mise en doute au cours de cette période, dans laquelle la répression envers le mouvement de libération nationale basque, les arrestations, les tortures et la dispersion des prisonniers se poursuivent. Les accords qui visaient à créer un climat de paix ne sont pas accomplis de la part du gouvernement, et l'ETA rompt le cessez-le-feu. En 2007, le nombre de prisonniers et prisonnières politiques basques est de 709. Durant l'année 2008, l'activité d'ETA continue et la répression frappe le mouvement indépendantiste. Gestoras pro Amnistia et Askatasuna, organisations qui soutiennent les prisonniers ainsi que les réfugiés, sont illégalisées. En seulement un an, le nombre de prisonniers et prisonnières atteint 762. En 2009, les forces de répression espagnoles mènent à bien une opération policière dans laquelle 9 personnes sont détenues à Donostia, Saint-Sébastien. Ces personnes s'étaient réunies dans l'intention de rédiger une nouvelle stratégie pour l'ensemble de la gauche indépendantiste basque. Dépassant tous ces obstacles, ce document est distribué dans tout le territoire basque pour promouvoir le débat parmi la base du mouvement.
Après quelques mois, les bases de Batasuna présentent en février 2010 le document Zutik Euskal Herria debout, dans lequel, pour sortir du conflit, un processus démocratique sans violence et avec l'accumulation des forces souverainistes est adopté. Ce document rejette l'usage de la violence et appelle à l'accumulation des forces pour un changement démocratique. La lutte de masse, la lutte institutionnelle et la lutte idéologique comme unique voie pour obtenir l'indépendance et le socialisme en Euskal Herria. À travers la demande de divers médiateurs internationaux, ainsi que de partis politiques indépendantistes basques, en 2011, l'organisation ETA annonce un cessez-le-feu par le biais de la chaîne télévisée britannique BBC. En février 2011, les statuts de la nouvelle formation politique basque indépendantiste Sortu sont présentés. Avec cette nouvelle formation, la stratégie concrétisée dans le document Zutik Euskal Herria se matérialise et une nouvelle étape au sein de la gauche indépendantiste basque s'ouvre. Mais malgré l'ouverture d'un nouveau scénario politique où l'ETA était disposé à abandonner la lutte armée et Sortu rejetant tout type de violence, le tribunal suprême rejette l'inscription de Sortu dans le registre de Paris, considérant la nouvelle formation comme un prolongement de Batasuna et toujours lié à l'ETA. La doctrine du juge Baltasar Garzón du tout est ETA reste maintenue. En octobre 2011, la conférence internationale pour promouvoir la résolution du conflit au Pays Basque, connue comme conférence d'Ayete, se célèbre à Donostia, ou Saint-Sébastien. Des personnalités internationales, comme le prix Nobel de la paix et ex-secrétaire de l'ONU Kofi Annan, l'ex-premier ministre de l'Irlande Bertie Ahern, l'ex-premier ministre de Norvège Roald Brundtland, l'ex-ministre de la Défense et de l'Intérieur français Pierre Joxe et le président du Sinn Féin Gerry Adams, ainsi que le chef du cabinet de Tony Blair Jonathan Powell, sont présents. La conférence se conclut par une déclaration en 5 points, dans laquelle les représentants internationaux demandent à l'ETA de cesser définitivement la violence et au gouvernement espagnol qu'il initie des conversations pour traiter des conséquences du conflit. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. 3 jours après, l'ETA annonce l'arrêt définitif de l'activité armée. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. De son côté, le gouvernement espagnol, dirigé de nouveau par le PP, de la main de Mariano Rajoy, rejette la déclaration d'Ayete. Et des années plus tard, il convoquera un procès inculpant des membres du groupe international de contact, organisme ayant pour objectif d'aider la résolution du conflit basque. Malgré l'annonce de la fin de la lutte armée, le nombre de prisonniers continue d'augmenter. 703. En juin 2012, le tribunal constitutionnel espagnol légalise le parti politique Sortu. Le premier considère que la sentence antérieure portait atteinte au droit d'association des membres de Sortu. Aux élections du Parlement basque de 2012, Sortu se présente avec d'autres partis politiques sous la coalition Euskal Herria Bildu. Cette coalition fut créée pour offrir à la citoyenneté basque un projet de souveraineté nationale et une véritable transformation sociale, pariant sur une souveraineté politique et économique au service d'un nouveau modèle économique, écologique et social, avec une redistribution juste de la richesse et de lutte contre l'exclusion sociale, en ayant la majorité travailleuse comme référence fondamentale. Le conflit politique que vit Euskal Herria n'est pas résolu. Le droit à l'autodétermination du peuple basque est nié. Les procès politiques continuent contre les militants et les organisations basques. Il existe des dizaines d'exilés qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Aujourd'hui, il y a toujours des centaines de prisonniers et de prisonnières politiques dispersés dans les prisons des États espagnols et français, certains d'entre eux étant gravement malades. Pour les États espagnols et français, être indépendantiste et socialiste continue d'être synonyme de terroriste.
La réduction du nombre de prisonniers n'est pas due à l'atténuation de la politique répressive des États, mais parce que ceux qui ont été libérés l'ont été après avoir accompli entièrement leur peine, et également compte tenu de l'annulation de la part du tribunal de Strasbourg de la doctrine dite Parot. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, plus de 10 000 personnes ont dénoncé des tortures durant leur détention. De tous ces cas, seuls 5% ont été pris en compte devant les tribunaux. L'État espagnol a toujours nié l'existence de torture durant les périodes d'incommunication des détenus. Aujourd'hui, la gauche indépendantiste basque et le mouvement populaire continuent de lutter pour une Euskal Herria indépendante, socialiste, féministe et bascophone, en développant le travail sur différents fronts. Un front politique, de l'emploi, juvénile, féministe, internationaliste, en solidarité avec les prisonniers et prisonnières, en faveur du basque. Génération après génération, cette lutte millénaire est toujours vivante.